le poulpe des îles. Le cauchemar des crabes. Ce prédateur astucieux se camoufle dans les mares découvertes par la marée descendante pour surprendre sa proie favorite. Le crabe doit parcourir un dédale de roches et de flaques avant d'atteindre son garde-manger, des algues vertes, qui ne poussent que sur les zones découvertes à marée basse. Les poulpes des îles dévorent jusqu'à 3 fois leur poids par jour. Pour un adulte, c'est l'équivalent de 15 crabes. À l'étal de basse mer, les survivants trouvent enfin sur les têtes de roche les algues vertes et le répit tant espéré. La trêve est de courte durée. Après seulement 30 minutes, la marée remonte. À nouveau, les crabes évitent de s'immerger, car le flot amène un autre monstre marin. La murène catenulée. Une machine à tuer les crabes. Sur chacune de ses mâchoires, ce poisson en forme de serpent dispose de 2 rangées de dents pour mieux broyer les carapaces. Son odorat exceptionnel lui permet de détecter d'infimes odeurs dissoutes dans l'eau de mer, comme celles laissées par ses proies.
Les murènes à marée montante, les pieuvres à marée descendante. Poissons et céphalopodes se partagent les mêmes ressources alimentaires. Le microcosme de l'île de Fernando de Noronha symbolise une rivalité cosmopolite. Car dans tous les océans du monde, céphalopodes et poissons sont en compétition pour les mêmes proies. Ainsi, enlevez les poissons, vous offrez plus de proies aux céphalopodes qui peuvent plus facilement atteindre l'âge adulte, prospérer et se reproduire. La rivalité avec d'autres espèces évolue aussi sur les bancs de sable au large d'Anilao, aux îles Philippines. Ici, plusieurs espèces de céphalopodes prolifèrent malgré la présence de prédateurs et de compétiteurs, qu'ils soient poissons, pêcheurs ou touristes. Pour survivre dans ces déserts sous-marins, qui n'offrent quasiment aucune protection, ils ont mis en place des stratégies bien différentes. L'un d'entre eux exploite un cadeau de l'évolution qui le met à l'abri des prédateurs. La sèche flamboyante. Danger, céphalopode à chair toxique. Tel est le message ostentatoire transmis par ces couleurs écarlates. Chez les sèches, c'est un os interne qui assure la flottabilité. Mais chez la flamboyante, cet os est extrêmement réduit. Elle est donc contrainte de marcher sur le fond. Or, dans la nature, les prédateurs se méfient des animaux qui diffèrent de leurs proies habituelles. Et c'est bien le cas de la sèche flamboyante. C'est la seule sèche toxique et c'est la seule à marcher sur le fond. Elle peut donc chasser en plein jour, en toute tranquillité. Ses proies habituelles sont de minuscules crevettes. À nouveau, ce céphalopode est en compétition directe avec des poissons. Ici, les sols. Mais la sèche dispose d'un atout majeur. Ses longs tentacules sont garnis de ventouses empoisonnées qui paralysent instantanément la crevette avant qu'elle ne l'ingère. Ce régime très nutritif lui permet d'atteindre l'âge adulte en moins de 6 mois. Avant la fin de leur première année, les femelles pondent une centaine d'œufs. Avec peu de prédateurs, rien ne semble pouvoir freiner la prolifération de la sèche flamboyante. Sur les bancs de sable qui ceinturent les îles tropicales des Philippines, la plupart des voisins de la sèche flamboyante ont développé diverses stratégies pour éviter les prédateurs. En se camouflant, en s'enterrant ou même en s'habillant. La pieuvre noix de coco tire son sobriquet de sa manie d'utiliser les coques de noix de coco sectionnées et abandonnées par les hommes. C'est le seul invertébré marin à utiliser des outils. Est-elle sûre d'avoir choisi la meilleure moitié de coque? Finalement, la première était la bonne. Certes, cette coque constitue une piètre cachette. Mais elle suffit pour surprendre les crabes en maraude.
évoluer à découvert, cet igloo en bois sied tout juste à ses 8 bras et à ses pérégrinations. Cette autre pieuvre noix de coco n'a pas eu la chance de récupérer une coque. Elle se fait vite repérer. Suivons sa quête d'un affût. Pour se camoufler, elle peut évidemment s'ensabler. Mais elle est alors condamnée à l'immobilité. Pas idéal pour une chasseresse qui cherche à dévorer 3 fois son poids en crabe par jour. Autant continuer de chercher à se vêtir d'objets glanés au gré de ses déambulations. Problème, la nuit, toutes les bonnes coques sont prises par des congénères. Elle devra donc attendre le lever du jour. Au petit matin, alors qu'elle se prépare à reprendre sa quête, un trouble fait vient contrarier ses plans. Le poisson-ballon pyjama. Malgré sa forme d'oreiller et son air innocent, cet insatiable poisson diurne est en quête de quelques bras à sectionner avec les 4 dents aplaties qui ornent ses puissantes mâchoires. Dès qu'il a le dos tourné, la pieuvre part chercher un camouflage qui fera également office de bouclier. Tiens, des coquilles de palourde. Et pourquoi pas? Vu l'urgence, on ne va pas rechigner. Bien avant que les hommes ne sectionnent les coques de noix de coco, les pieuvres utilisaient les boucliers calcaires de leurs lointains cousins mollusques, les coquillages. Mais l'appétit vorace de la pieuvre noix de coco la condamne au nomadisme. Alors, pour ne jamais être prise au dépourvu, elle voyage avec ses bagages sous les bras. Son appétit n'a d'égal que sa soif d'essayer de nouveaux outils. Par chance, les hommes ont abandonné dans leur sillage un détritus qui mérite d'être recyclé. Une boîte de conserve. Contre les mâchoires du poisson-ballon, elle protège tout le corps de la pieuvre. De guerre lasse, le prédateur malchanceux passe son chemin. Évidemment, cet abri cuirassé crée des jalousies et mérite d'être défendu bec et ventouse. La pieuvre noix de coco conserve la propriété de son palais rouillé. Par essai et erreur, elle a appris que c'était la meilleure protection possible. Dans la nature,